Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici car vous êtes l'auteur d'un ouvrage récemment paru qui s'appelle « La véritable histoire des impressionnistes » et qui, par chance, évoque de nombreux peintres qui ont habité dans les Yvelines. Voilà notre lien. D'abord, je vais vous présenter, on vous connaît de toute façon, vous êtes chroniqueur historique à l'émission qui s'appelle 28 minutes. Ouais, sur Arte, tous les jours. À quelle heure ? Oh, il est à peu près 20h40 quand je passe faire ma petite chronique d'histoire. Et c'est une chronique d'histoire liée à l'actualité. Donc dans 28 minutes avec Elisabeth Quint. Très bien. Et vous avez aussi commis pas mal de chroniques sur France Inter. Oui. On se souviendra d'émissions avec Philippe Collin, L'œil du tigre, Panique au mange un palace, exact. Etc., etc. Voilà. Vous êtes agrégé d'histoire. Oui. Vous avez écrit une thèse. On dit thèse ? Ouais, j'ai fait ma thèse, j'ai commis ma thèse. J'ai commis votre thèse. Sur la maison de l'empereur, précisément, sur la cour de Napoléon III, sur le Second Empire, ce qui est logique d'ailleurs pour expliquer pourquoi j'ai été vers les impressionnistes. Nous allons y venir. Nous sommes en plein 19e. On est en plein 19e, en plein Second Empire. D'accord. Alors, votre ouvrage s'intitule « La véritable histoire des impressionnistes ». Pourquoi véritable histoire ? Est-ce qu'il y a une fausse histoire, déjà ? C'est une bonne question. En fait, vous savez, j'ai souvent repéré que les impressionnistes étaient considérés comme des figures tutélaires, ne serait-ce que par le nom. Quand on dit Monet, quand on dit Renoir, n'importe où dans le monde, c'est tout de suite des êtres formidables. Et puis, par le prix aussi, c'est quelque chose d'un peu plus bas quand même. Le prix, bah oui, on voit les chiffres, les chiffres atteints lors des enchères. Alors tout de suite, ça fait rêver. Et pourtant, on oublie facilement que les impressionnistes ont fait scandale. Bourdieu, le sociologue, c'est un peu sérieux, mais quand il a écrit son Manet, a écrit une phrase que je trouve magnifique. Il dit que aujourd'hui, ce qui fait scandale, c'est que ça a pu faire scandale. Tellement ça nous paraît une évidence. On est dans les musées, on voit des œuvres impressionnistes. C'est toujours sublime. Et d'ailleurs, les salles, les expositions consacrées aux impressionnistes sont remplies de monde. Donc on ne comprend même plus pourquoi ces gens-là ont fait scandale. Donc il était nécessaire de revenir à la base, de faire de l'histoire. Moi je suis historien du social, de faire de l'histoire sociale, de voir pourquoi ces gens-là ont posé autant de problèmes. Et puis la véritable histoire des impressionnistes, c'est qu'il faut oublier aussi, derrière ces figures tutélaires, oublier que ce ne sont pas que des peintres majeurs, ce sont aussi des hommes, des femmes, qui parfois ne sont pas exceptionnels. Humainement parlant. Humainement parlant. Oh là là, Monet. Non, mais c'est vrai, écoutez, Monet, il fait un enfant à Camille, il la laisse toute seule, la pauvre, à Paris, il va peindre avec son enfant, c'est difficile. C'est un peu le problème des artistes. Ce sont des gens très, très bizarres. Eh bien, bien sûr. Alors, là, on a la carte derrière nous, donc la vallée de la Seine, avec différentes villes ou villages qui donc sont dans les Yvelines, dans lesquels ils ont demeuré. Mais moi, j'aimerais bien qu'on remonte un tout petit peu. Alors, avant que les impressionnistes arrivent, on était dans une peinture romantique, académique, comment on peut dire ? Écoutez, l'histoire de l'art au 19e siècle est complexe, mais c'est pour cela qu'elle est intéressante. Pour simplifier, on a une peinture classique au début du 19e siècle. Ce sont des peintres comme David, qu'on connaît bien, qui sont magnifiques. Dans les années 1820-30, on a ce mouvement romantique de Lacroix et plein d'autres peintres qui bouleversent complètement les canons et qui sont bien acceptés. Et puis, ensuite, d'autres mouvements apparaissent. Alors, le naturalisme, l'école de Barbizon, vers la forêt de Fontainebleau, donc de l'autre côté des Yvelines, et naît, dans les années 1850, ce mouvement qu'on n'appelle pas encore impressionniste. Il faut attendre 1874 pour qu'il prenne un nom. Quand on dit « mais qu'est-ce que c'est que cette peinture ?» Sans doute une impression, c'est de l'impressionnisme. Et cette peinture qui apparaît dans les années 1860 sous le Second Empire, c'est pour ça que moi je me suis intéressé à cette question, est formidable parce qu'elle a un écho jusqu'à nos jours, on le sait bien. Puis une vraie question se pose, en tout cas pour moi, auteur ou historien, qu'est-ce qui s'est passé pour que des peintres, à ce moment précis de l'histoire, se disent « nous allons changer la manière de peindre, nous allons casser l'art officiel, l'art académique ». Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas Monet, Renoir qui un beau matin se réveillent et se disent « tiens, on va inventer l'impressionnisme ». C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, mais alors comment ? Eh bien,
fallait remettre en place, et c'est ce qu'on a fait avec Cédric Lemagnan, mon co-auteur dans ce livre, on a remis en place Ah le oui, pardon, contexte. je vous coupe. Vous l'avez écrit avec Cédric Lemagnan. Qui est directeur de la Maison du Tourisme de Giverny. C'est une œuvre commune. Donc voilà, Giverny, en plein dedans. où s'est installé Claude Monet. Voilà. Donc voilà, il fallait remettre en place le contexte pour comprendre pourquoi des tensions dans le monde de l'art ont poussé certains peintres à rompre avec l'art académique et à faire une proposition différente, drôlement culottée, qui s'appelle l'impressionnisme. D'accord. Et puis il y a aussi peut-être l'avènement de la photographie qui fait que de toute façon, si on voulait quelque chose d'extrêmement réaliste et représentatif et précis, autant prendre une photo. Ça joue. C'est évidemment important. Ça. D'ailleurs, Oui. ce n'est pas un hasard si la première exposition des impressionnistes en 1874 se tient dans les ateliers de Nadar, le grand photographe. Mais vous avez raison, en disant ça, c'est vraiment un des points au cœur de la question. À quoi ça sert de représenter un arbre avec toutes ses feuilles si, il suffit on le d'appuyer sait sur un bien, bouton. une photo vous fera l'arbre très bien. Et à l'inverse, notre cerveau identifie un arbre. Regardez un arbre dessiné par un enfant, on reconnaît tout de suite un arbre. Puis il y a quand même une autre question qui se pose, c'est que le photographe ne peut pas tout faire. Un photographe, en tout cas dans ces années-là, des débuts de la photographie, qui prend en photo de l'eau en mouvement, ça donne de l'eau figée. Voilà. Et les impressionnistes, eux, disent, mais nous, par la peinture, on peut aller plus loin, on peut montrer le mouvement de l'eau. Voilà, donner l'impression du mouvement et leur propre vision. Oui. Voilà, c'est une période très courte finalement, très, très riche, très importante. Ça a duré de 1874 à 1886 à peu près. C'est ça. Voilà. Il y a eu différents salons. C'était quoi ce système de salons en deux mots? Vous savez, le monde de l'art Oui. était maintenu par l'Académie des Beaux-Arts et par l'École des Beaux-Arts. D'accord. Avec le prix de Rome. C'était les gardiens. Les gardiens du temple de l'art, c'est-à-dire que l'art était un peu figé, D'accord. avec des figures comme des peintres, Jérôme, Delaroche, qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, qui reviennent sur le devant de la scène, parce que ce sont des artistes majeurs, mais qui avaient figé ce monde de l'art. Et certains peintres qui voulaient entrer dans ce système des salons. Les salons, c'est très simple. Tous les ans, un salon officiel était présentait toutes les œuvres. Donc les artistes envoyaient des toiles, un jury de l'Académie et de l'École des Beaux-Arts sélectionnait, oui, non, ok. évacué. Mais être exposé au salon assurait des commandes officielles. Il fallait vivre. Et des ventes. Voilà, Voilà. quand on a une commande officielle, souvent on a une commande après de Ça particuliers. suit, Donc, bien sûr. Donc c'est important. Être Pour la éjecté du carrière. salon, c'était extrêmement grave. difficile. Du coup, Napoléon III a proposé un salon des refusés. Oui, il a senti la pression. Il était pour ces impressionnistes. Alors, c'est plus complexe. Napoléon III, en fait, n'y connaissait rien à l'art. Faut être honnête, ce type-là. Non, mais Napoléon III est un homme, sans doute, de son temps, mais qui n'a voyait pas tellement le mouvement impressionniste net, l'avant-garde, c'est pas son truc, et même la peinture, c'est pas son truc. Mais il sent une contestation, et comme empereur bonapartiste soucieux de toutes les classes de la société, donc de tout le monde de l'art, il crée un mouvement, le salon des refusés, pour ceux qui ont été refusés au salon officiel. D'accord, très bien. Voilà. Et ce que dit aussi, après on va passer aux peintres nommément, Oui. voilà, c'est un critique d'art qui dit ces tableaux, il fallait trouver le point d'optique. Oui. Je trouve ça joli cette expression. En fait, on les regarde différemment. C'est un nouveau regard et des tableaux qu'on doit regarder différemment. Enfin, lui, il expliquait qu'il fallait les voir de très loin, traverser la rue et aller dans la maison d'en face quasiment. Oui, on s'est beaucoup moqué d'eux. Vous savez, il y avait vraiment C'était une vraie révolution. Une forme esthétique qui était entrée dans les mœurs, qui était acceptée par les dominants. Et par les dominants, c'est les élites aristocratiques, mais aussi par la bourgeoisie. Nous sommes au début de la révolution industrielle. Et soyons vraiment honnête, et pour préciser, les impressionnistes ont changé notre manière de voir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas avant eux. Et ils ont réussi par leur peinture à trouver des petits détails. Je vous en donne qu'un exemple, mais il est fascinant. Jusqu'alors, les ombres étaient noires sur les tableaux. Ouais. Une ombre est noire. Les impressionnistes ont ce génie de voir que l'ombre n'est jamais noire. Ils n'utilisent pas de noir. L'ombre est de la couleur assombrie de l'objet. Le livre est orangé. Eh bien, l'ombre du livre aura une petite teinte d'orange. Vous voyez, ce sont des choses, ça, qu'on n'avait pas vues. Et puis, ils ont vu les paysages comme jamais. D'accord. Alors, en parlant de paysages, justement, ça serait bien qu'on en regarde un petit peu et qu'on en parle, parce que, justement, dans les Yvelines, nous avons eu là Berthe Morisot, qui est une femme exceptionnelle, qui était la compagne de Manet. Voilà, alors, qui était la compagne de Manet, le peintre, Édouard, et puis après de Gênes, son frère. Voilà.
Donc là, nous avons 2 tableaux qui sont peints à Bougival. Après, nous avons Auguste Renoir et Félicien Robes. Et toujours à Bougival, vous voyez. Toujours à Bougival, oui, c'est riche. Et voilà, encore du Vlaminck. Vlaminck, c'est plus tardif, on est presque dans le post-impressionnisme. Oui, on est plus dans le fauvisme, là. Voilà, il y a un peu de fauvisme. Mais pourquoi Bougival? Pourquoi Bougival, pardon? C'est la question. Pourquoi la vallée de la Seine? Pourquoi? Mais non, il y a un vrai fait historique. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où la révolution industrielle permet des déplacements. Vous avez le train, la première ligne de chemin de fer, le Paris-Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est plus facile de se déplacer. Ensuite, le train permet l'arrivée de marchandises, du vin, par exemple, qui vient du sud. Sauf que à Paris, il y a ce qu'on appelle l'octroi. Vous savez, c'est comme une barrière douanière. Le vin est un tout petit peu moins cher quand vous êtes hors de Paris. C'est mieux d'aller s'encanailler à Chatou. Et surtout, ce que faisaient ces peintres, que ne faisaient pas les peintres précédents, c'était de peindre à l'air libre. Oui. C'était ça la révolution aussi. C'était d'aller mettre son chevalet dans la campagne. Et donc, ils avaient besoin de jolies campagnes, d'eau, de jardins, etc. Vous avez un précurseur, c'est Turner, le peintre anglais, qui en 1832 déjà peignait le château de Saint-Germain-en-Laye. Lui, il avait compris cette idée, mais c'est un peu anglo-saxon, d'aller dans la nature. Mais le but était de peindre la nature édifiante. Peu importe si c'était ressemblant, fallait que la montagne soit splendide, impressionnante. Les impressionnistes, eux, reprennent ces idées-là qu'on retrouve aussi avec l'école de Barbizon vers Fontainebleau, d'aller au plein air. Les impressionnistes veulent peindre le paysage tel qu'il est. C'est-à-dire que quand n'importe qui, Renoir ou Monet, peint un paysage, c'est ce paysage-là à un moment précis. Avant, vous aviez un paysage en naturel. Là, vous aviez Louvciennes, signé par Pissarro. Eh bien, c'est la vue de Louvciennes, ça ne peut pas être ailleurs. Vous voyez, il y a cette vision du paysage avec le souci du détail, et je vous dis parfois le souci de l'heure, c'est pas la même lumière. Oui, et surtout Alfred Sisley à Port-Marie. Ah, les inondations, 1876. Voilà, c'est juste magnifique. Bon, écoutez, il nous reste presque plus de temps, malheureusement, il y avait plein de choses à dire. Mais oui, il y en a plein à dire. Moi, j'encourage tout le monde à lire ce livre, à l'offrir. C'est bientôt Noël, attention. C'est vrai. On vous en a parlé. Et c'est très, très intéressant. Vous reliez tout ça avec le contexte historique du moment. Voilà. On apprend plein de choses. Et même si on n'est pas fan de cette peinture impressionniste, finalement, on peut n'être que fan de cette histoire de rebelles qui se sont révoltés, qui ont sacrifié leur vie à la peinture, qui n'ont pas fait beaucoup d'argent à l'époque, malheureusement. Mais après oui, mais bon. Ils sont devenus des grands notables. Et puis c'est vrai qu'avec Cédric, on a voulu y mettre de l'humour parce que l'art n'est pas juste sinistre ou extatique. L'art, c'est aussi drôle. Ces gens-là étaient des fous furieux et eux-mêmes étaient pleins d'humour. Étaient pleins d'humour et avaient de très belles histoires. C'est vrai. Voilà, merci Xavier Mauduit et à très bientôt pour un autre ouvrage. Avec plaisir. Merci. Au revoir.